Chapitre 4. Dessine-moi un mouton. J'ai 8 ans et je suis en deuxième année. En deuxième année, au deuxième étage de l'école qui est dans la deuxième rue, après la maison où j'habite. Ça a l'air compliqué, mais ça ne l'est pas tant que ça. Pour se rendre à mon école, il faut passer devant la taverne, où il y a des messieurs bourrés comme des Polonais, qui me donnent des 10 sous à 8 heures le matin, puis devant la grosse église Sainte-Marie, qui est 1000 fois plus grosse que moi. Ce n'est pas compliqué de se rendre à mon école, non. Le plus compliqué, c'est que je ne peux pas y aller toute seule. Ma grand-mère dit que, parce que je suis petite, les vieux ivrognes de la taverne vont me rentrer de force dans les toilettes pour que je touche leur pipi. Et après, on ne va plus jamais me revoir. Elle dit tout le temps plein de niaiseries, la vieille Chris. Dehors, il pleut à torrents. Mais dans la classe, au deuxième étage, tout est ensoleillé. Tout est ensoleillé par les dessins d'enfants. Les dessins sont super laids. Sur les feuilles, des mamans avec 3 doigts, des papas pas donnés, des animaux qui ressemblent à des toasters, des arbres mauves, des nuages avec des yeux et des valises, des maisons sans fenêtres, sans portes et sans cheminée, des automobiles aussi grosses que des paquebots, et des sourires. Ah, des sourires. Des familles avec des sourires de vendeurs d'aspirateurs. Sur leurs feuilles, c'est l'American Way of Life, version québécoise. Moi, sur ma feuille, c'est le Russian Way of Life, le Concentration Camp Way of Life, version rue d'Orion. Sur ma feuille, il n'y a que 2 yeux bleus qui apparaissent en plein milieu. 2 yeux tristes qui émergent du blanc de la page. Du bleu et du blanc. Juste ça. Et j'ai traumatisé la classe au complet. Ça ne leur en prend pas gros. Petite nature, va. Gang de brouteux de luzerne, va. Aucun enfant n'a voulu s'asseoir à côté ou en dessous de mon dessin. Les yeux me regardent, se plaignait-il. Les yeux me suivent, braillait-il. Les peureux. Alors, la maîtresse a pris mon dessin et l'a mis derrière la classe, là où on accroche les manteaux. Là où elle est sûre que personne ne va le voir. Habituellement, les autres enfants veulent tous être assis à côté de mes dessins pour pouvoir les copier. Ils veulent copier ce que je dessine parce que c'est moi qui gagne tous les concours avec mes portraits hyper réalistes de la réalité plate. Oui, je suis super hot en dessin. Depuis le temps que je m'exerce, je pense que j'ai commencé à dessiner 2 jours après ma naissance, tellement je m'ennuyais. Tellement je savais que j'étais mieux de m'inventer un monde si je voulais survivre. Après, ma période cubiste, où je dessinais les cubes stupides qu'on doit introduire dans un monde stupide, je suis devenue une impressionniste. À 3 ans, j'étais une impressionniste qui impressionnait tout le monde avec ses dessins. Des heures et des heures à dessiner mes petits bonhommes Fisher-Price, mes Barbies toutes nues, les mégots de cigarettes de ma mère, dans le cendrier encrassé, les couteaux de cuisine, ma grand-mère en train de me chicaner, ma mère en train de pleurer. Tout y est passé. Je dessinais même mes cadeaux de Noël au cas où ma mère n'aurait pas la permission de sortir de sa cure fermée pour m'acheter des bébelles. Alors, pour les dessins, j'ai la main. Donc, quand la maîtresse dit « Dessinez-moi un bateau », je m'exécute. Et voilà, mon dessin est terminé. Si la croisière s'amuse avec tous les personnages, le capitaine qui n'a pas de cheveux sur le coco, le barman Washington qui a les 2 dents d'en avant si séparées, qu'on pourrait y insérer une poignée de porte. Le docteur qui réagit toujours 3 heures après les autres. Et la maigrichonne rousse aux grandes dents qui ne sert à rien, mais à part montrer ses grandes dents. La maîtresse dit « Dessinez-moi un mouton ». En 2-3 mouvements, mon mouton prend forme. Pas une machine à coudre, ni un pilier, un pénis ou un vignier. Non, un vrai mouton qui fait bé, bé.
si on a assez d'imagination. La maîtresse dit « Dessinez-moi une famille ». Je lui reproduis la famille parfaite. Papa, maman, chien, chat, maison, piscine. Enfin, tout le kit, mais en 100 fois mieux que les autres. Moi, mes papas n'ont pas 3 doigts, mais 5 dans chaque main. Mes animaux ne ressemblent pas à des toasters, mais bien à des animaux. Et mes maisons ont une porte, 4 fenêtres et même une boîte aux lettres. Je suis super bonne dans la représentation de la réalité. Mais cette fois-ci, je suis allée trop loin dans la représentation de la réalité. Aujourd'hui, je suis devenue une surréaliste. J'ai dépassé les bornes de l'audace artistique pour les 2e années. Et là, ils ont peur. Pourtant, je n'ai fait que ce que la maîtresse avait demandé. Dessinez-moi la première chose qui vous passe par la tête. Alors, je l'ai fait. 2 yeux bleus, tristes. C'était ça ou un gros beignet trempé dans le chocolat parce que j'ai drôlement faim et j'ai pas mangé ce matin. Quand je lui ai montré mon dessin à la maîtresse, elle était toute mâle. Elle regardait à côté d'elle, dans le vide, cherchait quoi me dire, se frottait le nez, les sourcils, le soutien-gorge, alouette. On aurait dit que ça lui piquait partout, comme si elle avait eu une poussée de varicelle. Moi, j'étais là et j'attendais qu'elle me dise comme d'habitude. « Ah si, ton dessin est parfait. Ton dessin est super beau. Ton dessin, c'est mon préféré dans le monde entier. » J'attendais qu'elle me lance ces phrases qui grossissent ma couronne invisible de petite princesse Sissi. Mais elle ne me disait rien. Les minutes passaient, elle continuait de se gratter partout et moi, j'attendais toujours devant son pupitre avec un grand sourire laid. Mon sourire est super laid. J'ai une petite bouche de clown avec de grosses dents. Mes dents poussent trop gros, c'est hyper ridicule. On dirait que je veux mordre la vie à belles dents. À vrai dire, j'ai plutôt envie de la dégueuler, la vie. J'ai 8 ans et j'en fais déjà une indigestion de la vie. Mais enfin. Après maintes ruminations, la maîtresse a finalement dit « Ouais, si, ton dessin, il est très original. » Pour la première fois depuis que je lui montre mes dessins, elle a juste dit « original » et non pas « formidable, merveilleux, magique, extraordinaire ». Original. Alors là, je l'ai traumatisée, la maîtresse, avec mon dessin. Je l'ai traumatisée, sauf qu'elle a été obligée de l'accrocher quand même, la vieille chipie. Elle a été obligée de l'accrocher comme celui des autres pour que je ne me sente pas mise à part, comme trop souvent. Alors, elle l'a fixé au mur en poussant des soupirs aussi bruyants et puants qu'une bouche d'aération de métro, qui a mauvaise haleine. Et là, fixée en s'efforçant de ne pas regarder les 2 yeux, traumatisée, la prof, je m'en fiche. À vrai dire, l'école au complet a été traumatisée par mes 2 yeux bleus tristes. Même la directrice, qui me serre toujours dans ses bras lorsqu'elle voit mes beaux dessins, a été traumatisée. Quand elle l'a vu, elle n'a pas su quoi dire. Aucun de ces mots de directrice d'école primaire n'est sorti de sa bouche. Elle est restée comme ça, les lèvres entr'ouvertes, les bras tombants, les sourcils pas loin du menton, sans rien dire, aucun mot. Le silence. Le silence comme d'habitude. Le silence comme chez moi. Le silence comme celui de ma mère qui me regarde avec ses yeux bleus. Des heures à me regarder sous l'ampoule jaune pipi de la cuisine, sans cligner des yeux. Jamais. Mes yeux à moi, là, ils sont rivés sur mon pupitre. Ils ne veulent pas se détacher de la surface en bois plastifié, égratigné, avec 3 brûlures de cigarettes. Je n'entends pas ce que la maîtresse dit. Je ne comprends pas non plus ce qu'elle écrit au tableau. Des chiffres, des lettres, des lignes, des formes géométriques, et puis ces bouts de ficelle. Je ne saurais dire s'il s'agit d'un cours de mathématiques ou de macramé. Je ne saurais pas. Je n'arrive pas à me concentrer. J'ai peur. C'est ce que j'ai beaucoup de difficultés à respirer. D'ailleurs, j'ai tellement de difficultés à respirer que je pense que je vais me faire une crise d'asthme. Une belle crise d'asthme, en bonne et due forme,
avec les râlements, les étouffements, les yeux révulsés et tout le Bataclan. Je pense que ça va être une super crise d'asthme, car j'ai oublié ma bonbonne de ventoline. Je l'ai laissée quelque part chez moi, sur la commode, je crois, à moins qu'elle ne soit en dessous de mon lit. Je l'oublie tout le temps, même si ma grand-mère me répète constamment « Si, n'oublie pas ta bonbonne de ventoline, sinon tu risques de faire une crise d'asthme et ça va s'inquiéter ta mère. Et quand ta mère s'inquiète, elle devient folle. Et on doit l'enfermer. Tu ne veux pas rendre ta mère folle, hein ?» Elle a beau me dire ça, mais je l'oublie quand même, tout le temps, n'importe où. La petite bonbonne de ventoline. Ce n'est pas que je veuille rendre ma mère folle et qu'ensuite on l'enferme pour 8 mois à l'institut psychiatrique, non. Non, c'est pas ça. C'est juste que je dois être suicidaire malgré mes 8 ans. Je dois être suicidaire comme ma mère dans 3 ans. Ça doit être dans mes gènes d'être suicidaire, dans mes gènes remplis d'hérédité malade. Même à l'intérieur de moi, je n'ai plus de place pour respirer. Je suis coincée dans mon ventre. Mes poumons asthmatiques depuis ma dernière fièvre renferment déjà trop d'air. Je vais leur étouffer en pleine face à cette gang de chieux. L'asthme, c'est ma nouvelle arme. Mais c'est dommage que je ne puisse la retourner contre les autres. J'en connais beaucoup qui y goûteraient. Mais puisqu'il n'y a que moi pour y goûter, aussi bien en profiter et étouffer à qui mieux. De toute façon, si je meurs, qui ça va déranger ? Je suis toute seule au monde, toute seule. Je vois déjà mon épitaphe d'ici. Si si, la plus toute seule des toutes seules. Va en paix, petite souris sans queue. Faim. J'ai faim. J'ai les poumons pleins, mais le ventre vide. Je n'ai pas mangé ce matin parce que, quand je suis partie, ça n'allait pas bien chez moi. Pas bien du tout. Ma mère et ma grand-mère pleuraient. Le temps était gris. Les nuages emplissaient même la maison. Le robinet fuyait. Une goutte à la seconde. Ploc, ploc, ploc. Et encore ploc, ploc, ploc. Un vrai supplice chinois. Les pleurs de ma mère et de ma grand-mère remplissaient toute la maison. Les pleurs de ma mère et de ma grand-mère et le robinet qui fuyait. De l'eau partout. Un gros bain triste. Moi aussi je voulais pleurer, mais ce n'était pas pour les mêmes raisons qu'elle. En fait, je ne sais pas pourquoi elle pleurait. Elle pleure tout le temps. Ma mère et ma grand-mère se racontent des histoires et elle pleure. Des fois, elle ne se raconte pas d'histoire et elle pleure quand même. C'est à croire qu'elle pleure pour passer le temps colis. Moi aussi j'avais envie de pleurer. Mais j'avais une raison, une bonne raison. Je savais que si ma mère n'arrêtait pas de pleurer, elle ne viendrait pas à me reconduire à l'école à temps et j'allais être en retard. J'avais envie de pleurer parce que je voulais être à l'école. Je dois être la seule enfant à l'est de la rue Papineau qui pleure pour aller à l'école. Qui pleure pour être assise à un pupitre, assise en face de cette surface de bois plastifiée recouverte d'égratignures et de brûlures de cigarettes. La seule enfant qui pleure pour avoir une maîtresse, des crayons, des feuilles volantes et des devoirs afin de s'occuper, de passer le temps. Calvaire! J'avais envie de pleurer parce que j'avais peur d'arriver en retard, de renverser mon cartable devant tout le monde et qu'on se moque de moi. Je hais qu'on se moque de moi. Mes mains tremblent, mes jambes veulent flancher et ma peau se recouvre de taches rouges. Je deviens super mal. Et plus je suis mal, plus je rougis. Je déteste quand ça m'arrive. Je ne sais plus où regarder, je ne sais plus où me jeter. Je le sais parce que on rit souvent de moi. On rit de moi parce que j'ai un accent, parce que je dis moi et que j'articule quand je parle. On me traite de petite fraîche. Sale petite fraîche. On rit de moi et de mes cours de diction, le mardi et le jeudi à l'heure du midi. Mes cours de diction pour m'empêcher de dire un sien, un ça, des bisous, des venous. Tous les S, les che et les S et les Z se mélangent. Tout ça se mélange dans ma tête, comme les rôles familiaux dans la maison. Ma mère et ma sœur, ma grand-mère et ma mère, et mon beau-père et un hostie de chien. Comme dit toujours ma grand-mère, on rit de moi aussi parce que je suis maigre et que mes cheveux sont comme des spaghettis que le soleil passe facilement à travers. On rit de moi à cause de mes yeux trop grands,
grands comme des yeux de chien piteux. Battu le chien. On me crie par la tête, Pite-Pitou, Pite-Pitou. On rit de moi à cause de mon prénom, si, on me crie, hey oui, hey pipi, ou encore, hey sus. Ça, c'est la 5e année. On rit aussi de mon nom de famille, dysfonctionnel, mon nom de famille laissé, oublié par mon grand-père Labrèche, mort d'un cancer du poumon à l'hôpital Notre-Dame, un dimanche après-midi ensoleillé. On m'appelle la broche, la brosse, la poche. Mais ils ne comprennent pas. Ils ne rient pas pour la bonne affaire. En fait, mon nom, c'est le trou. C'est la brèche. C'est la fente de mon petit corps. La fente qui va se faire malmener quand je serai plus vieille. Mais non. Ils ont tout le temps de rire de moi pour ça. En tout cas, j'avais envie de pleurer. Parce que je ne voulais pas être en retard et faire rire de moi. Mais aussi parce que je ne voulais pas rater mon cours d'éducation physique avec mon professeur barbu. Mon professeur qui est si gentil avec moi. Mon professeur qui attache mes chaussures de sport pour ne pas que je me pète la gueule quand on doit tourner en rond dans la grande salle. En rond, comme les fous à l'hôpital psychiatrique. C'est ce que ma grand-mère m'a dit. Ils font tourner les fous en rond à l'hôpital psychiatrique les journées de la semaine pour les occuper. Pour ne pas qu'ils pensent à s'entretuer ou à tuer leur famille quand ils retourneront à la maison. Je voulais pas arriver en retard parce que je ne voulais pas courir en rond et que mon professeur barbu vienne attacher mon lacet. Qu'il s'approche de moi et qu'il me regarde avec ses grands yeux noirs gentils, encadrés par ses gros sourcils noirs gentils. Qu'il se penche vers moi et que son épaule frôle mon petit corps. Que je sois moins seule pour quelques secondes. J'étais là en plein milieu de la cuisine et j'attendais que ma mère vienne me reconduire. Et elle n'en finissait pas de pleurer. Et elle pleurait et pleurait, et quand elle cessait un peu de sangloter, ma grand-mère repartait de plus belle. Alors là, ma mère s'y remettait. On aurait dit que ma mère et ma grand-mère contenaient toute la peine du monde ce matin. On aurait dit qu'elles étaient cachées dans une cave, dans un pays en temps de guerre, durant un bombardement ce matin. Et moi, j'étais toujours là, devant elles, debout avec mon manteau sur le dos, à gigoter pour leur témoigner mon empressement. Mais rien n'y faisait. Un moment, ma mère qui pleurait comme une vieille nulle s'est levée de sa chaise et m'a prise par la main. Puis elle a pris sa mère aussi par la main et elle nous a couchés dans le lit. Moi, entre elle et ma grand-mère, en plein cœur de la tragédie. La meilleure place pour que j'assiste au spectacle avec le son en Dolby Stéréo. Et puis, toutes les deux se sont remises à pleurer, ça coulait, ça mouillait, et moi je voulais encore plus fort m'en aller à l'école. Ce n'était pas ma place d'être là, en plein milieu de cette bulle de pleurs, de cette bulle de folie, cette maudite bulle étouffante, cette maudite bulle tuante, remplie de liquide hyper toxique. Cette maudite bulle, cette crise de bulle toxique d'une famille nucléaire sur le point d'exploser. J'ai explosé et j'ai crevé la bulle. J'ai explosé et j'ai pleuré. Et après avoir pleuré, j'ai crié. J'ai graffiné ma grand-mère et ma mère. J'ai voulu arracher leurs yeux afin qu'elles arrêtent de pleurer. Enfin, qu'elles arrêtent de me regarder avec leurs petits yeux inquiétants. Leurs yeux inquiétants qui mettent de la peur dans mon ventre tout le temps. Maman, je t'en supplie. Viens me reconduire à l'école. Viens, je vais être en retard. Maman, je t'en supplie. À genoux, les deux mains ensemble. Maman, vite, dépêche-toi. Après des secondes aussi longues que des files d'attente chez Steinberg à l'heure du souper, ma mère a essuyé ses larmes, séché ses larmes de folle et s'est extirpée du lit. Elle a mis son imperméable beige, tout fripé, et est venue me reconduire à l'école. Tout le long du trajet, je marchais super vite. Je courais même par moments. Mais ma mère me retenait par la main. Sa main molle comme un gâteau qu'il n'a pas pris. Sa main molle comme un gâteau mal cuit. Vite, maman, vite, je vais être en retard. Mais elle ne se dépêchait pas plus. Son pas était toujours aussi lent. On aurait dit qu'elle le faisait exprès. Passer l'église Sainte-Marie, qui est 1000 fois plus grosse que moi, et la taverne remplie de vieux Soulons n'a jamais été aussi long et pénible. Tout le long, je sacrais « Colis d'hostie de maudite tabernacle, crise de sacrement de colvert !»
et je tirai sur la main de ma mère, sa main aussi molle que de la pâte à chaussons Phillipsbury. Et je ressacrai « Colis de Saint-Cyboire de Saint-Calvaire de maudite marde de Chris ». Après un temps infini, je suis enfin arrivée à l'école. Mais quand je suis arrivée devant ma classe au 2e étage, il était trop tard. Les élèves et la maîtresse étaient partis. Il n'y avait personne dans la classe. Non, personne. Que des chaises, des pupitres, des tableaux et des dessins laids qui semblaient se moquer de moi. Tout l'univers s'est effondré sur moi. Tout l'intérieur de moi a dégringolé par terre. J'ai entendu le bruit énorme que faisait un estomac qui tombe sur le plancher même s'il est vide. J'ai senti mon cœur glisser sur mes cuisses. Puis mes autres organes ont suivi. Mon pancréas, mon intestin, mon foie, mes reins. Ma mère me regardait et ne disait rien. Elle était effacée. « Dis quelque chose, maman, dis quelque chose. Aide-moi, maman, dis quelque chose. C'est ta faute. Ce qui m'arrive, c'est de ta faute. » Elle ne dit toujours rien. Alors je lui ai donné des coups de pied, des coups de poing à ma mère. J'ai voulu la transpercer tellement j'étais fâchée. Si j'avais eu le sabre au laser de Luke Skywalker, son sabre aussi lumineux qu'une télé dans le noir et aussi bruyant qu'un congélateur, je l'aurais fendu en deux, ma mère. Fendu en deux afin de jeter dans le feu sa face cachée du mal. Mais comme je n'avais pas de sabre, que mes poings, alors je frappais et je frappais de toutes mes forces. Mais c'était dans le vide. Ma mère était vraiment effacée. Chris, ma mère était devenue un hologramme. Pire, ma mère, c'était l'Holocauste. Je te hais, maman. Je te hais, maman. Si tu savais combien je te hais. J'ai mal à mon nombril tellement que je t'ai. Mais j'ai mal à ma naissance tellement que je t'ai. Mais j'aurais dû me pendre avec le cordon ombilical dès que je suis sortie de ton ventre de folle. J'aurais dû. C'est là que mon professeur barbu est passé dans le coin. C'est pendant que je disais ces horribles choses à ma mère qu'il est venu me rejoindre. « Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a, ma petite Cécile ? Je me demandais où tu étais passée. J'étais sûre que tu n'allais pas manquer ton cours d'éducation physique. » Il s'est penché vers moi tout en continuant de me parler. « Tu aimes ça, hein, ton cours d'éducation physique ? T'es bonne en éducation physique, non ? » Je savais qu'il essayait de m'occuper, qu'il essayait de me faire penser à autre chose, afin que je me calme. J'ai penché la tête. Et je ne voulais pas le regarder dans les yeux. Je ne voulais pas qu'il voie mes yeux quand ils sont fâchés. Mes yeux qui lancent du feu. Alors, j'ai regardé mes souliers, mes beaux souliers. Pepsi qui me grandissent de quelques centimètres, qui me rapprochent de quelques centimètres du monde des adultes. Chris, je n'ai même pas besoin de me grandir malgré ma petite taille. J'ai déjà 1000 ans. Viens avec moi, Sissi, viens. Il a pris doucement ma main et nous avons marché ensemble. J'ai tourné la tête et j'ai regardé ma mère par-dessus mon épaule. Elle restait là, ne bougeait pas. Elle regardait par terre, les deux mains dans les poches de son imperméable beige tout fripé, ses longs cheveux noirs recouvrant sa figure, ses épaules, s'écroulant sur son corps maigre. J'ai regardé ma mère comme ça, jusqu'à temps qu'on tourne dans le couloir et que je ne la vois plus. J'aurais souhaité que ce soit le tournant de ma vie, que ce soit pour de bon. Mon professeur barbu m'a emmené dans la salle d'éducation physique. Tous les élèves étaient déjà là, à courir en rond comme des fous à l'hôpital psychiatrique. Puis il m'a aidé à me déshabiller et à enfiler ma tenue d'éducation physique. Et il m'a retenue par la main, il m'a dit « Viens Sissi, on va courir ensemble ». Alors moi et mon professeur gentil, on a couru longtemps ensemble. Il ne m'a pas lâché la main, une seconde. Même quand le cours a été terminé, il m'a encore tenu la main et est venu m'aider à me changer de tenue. Quand la maîtresse est arrivée pour nous chercher, nous, sa classe de 2e année, il m'a gardé quelques secondes de plus dans la salle d'éducation physique. Une fois que la maîtresse et la classe de 2e année ont commencé à s'éloigner, il m'a regardé longtemps dans les yeux, s'est penché vers moi, puis m'a serré dans ses bras fort, fort, fort. Et il a dit « Je sais que c'est dur pour toi, Sissi, je le sais. » Mon estomac vide a grimpé le long de mon corps et s'est remis à sa place. Tout comme mon cœur, mon pancréas, mes intestins, mon foie et mes reins. Les choses ont repris un semblant de normalité. Un semblant de normalité parce que là, ça ne va pas. Devant mon pupitre, à la surface plastifiée, égratignée avec 3 purulures de cigarettes, j'étouffe. Mes poumons renferment trop d'air. On dirait que je suis enterrée dans un tuyau et que j'ai beau le gratter avec mes ongles, le métal est trop résistant.
Je commence à respirer de plus en plus fort. Là, il va falloir que je fasse quelque chose. Là, il va falloir que je demande à la classe de préparer mon cercueil ou de m'envoyer à l'infirmerie. Comme je lève la tête pour dire à la maîtresse que je dois aller à l'infirmerie parce que je suis en train de faire une crise d'asthme, je la vois, dans la porte. Elle, encore, elle est là, dans la vitre. Son visage défait et collé contre la vitre. Ses yeux sont apeurés. Les mouvements de sa tête sont trop rapides pour être normaux. Les mèches de ses cheveux noirs découpent sa figure en lamelles. On dirait qu'elle est en prison, qu'elle est emprisonnée dans le couloir de l'école primaire. Tout à coup, je comprends. Tout s'éclaire, les pleurs de ce matin, ces nuits blanches depuis quelque temps, les repas qu'elle ne prenait plus. Et hier soir, alors que nous regardions la télé toutes les deux, elle m'a dit « Parle à Bernard de Rome, dis-lui que je t'aime. Allez, dis-le à Bernard de Rome que je t'aime. » C'était ça qui se tramait, c'était ça. Sa folie commençait à accaparer sa tête. Sa folie qui éclate là, actuellement dans la petite fenêtre de la porte de la classe de 2e année. Tous les autres élèves se retournent et me regardent. « Si, ta mère est dans la porte. Si, ta mère est là. » Ben oui, ma mère est là. Trop tard, tout le temps là pour me gâcher la vie, pour me ruiner l'existence, pour faire de ma vie un boulet à traîner comme en ce moment même où elle se met à crier. « Rendez-moi ma fille, bande de Chinois, bande de Judas, rendez-moi la chair de ma chair. Dieu voit tout et il va tous vous punir. » Elle crie ces vilaines phrases tout en frappant contre la vitre. Elle frappe de toutes ses forces. Ses longues mains blanches et fines tombent à plat sur la surface vitrée. Chaque coup fait un bruit sec. Paf, paf, paf. Chaque coup m'atteint et me transperce comme de gros clous rouillés frappés par un gros marteau rouillé. Et les autres élèves. « Si, qu'est-ce qu'elle a, ta mère? Si, qu'est-ce qu'elle a ?» Je voudrais leur crier « Fermez-la, gang de chieux, gang de petits Chris pas bons en dessin. Ben oui, ma mère n'est pas comme la vôtre. Ben oui, ma mère est folle. Qu'est-ce que ça peut bien vous foutre? Allez donc tous chier, allez donc tous vous faire enculer par les mouches. » Mais je ne peux pas parler, je ne peux plus parler. J'ai les poumons dans la bouche et mon sang qui se débat dans mes veines depuis ce matin. Me projette derrière la classe. En fait, tout ce qui est moi me projette derrière la classe. Mon sang, mes cheveux, mes grosses dents laides dans ma petite bouche de clown, mes pieds, mes mains, toute ma carcasse de petite fille de 8 ans est maintenant répandue sur le mur derrière. Je ne peux plus rien faire, même pas de crise d'asthme. Tout est en arrêt. Le temps est suspendu. Alors, dans un geste ultime, j'ouvre les bras et les mets en croix dans le vide. Ma mère vient de me crucifier. Elle vient de me crucifier là où on accroche les manteaux. Là où personne ne pourra me voir.